Bonjour Guy Debonnet, bienvenue. Bonjour. Heureux de vous accueillir. Vous êtes donc le chef de l'unité patrimoine naturel de l'UNESCO. On va parler de la protection des forêts. Pourquoi et comment l'UNESCO est-elle mobilisée dans ce cadre-là de la protection des forêts ? L'UNESCO est le secrétariat de la Convention du patrimoine mondial et je pense que beaucoup de monde connaissent la Convention du patrimoine mondial comme une convention qui protège les sites culturels, mais elle protège aussi les sites naturels. Nous avons 218 sites naturels inscrits sur la liste du patrimoine mondial, dont 200 qui abritent des écosystèmes forestiers. Et 200, ça ne semble pas peut-être beaucoup, mais on a beaucoup de grands sites, comme par exemple le complexe de conservation en Amazonie centrale, qui est 5 millions d'hectares, ou par exemple le parc national de la Salonga en RDC, en République démocratique du Congo, qui est 3,6 millions d'hectares. Donc la Convention du patrimoine mondial est un instrument très important pour la protection de la biodiversité et la protection des forêts. Oui, et j'ai trouvé ce chiffre en préparant l'émission, 69 millions de forêts, d'hectares de forêts du patrimoine mondial qui bénéficient du plus haut niveau de protection. Ça veut dire quoi ? Quel type de protection sont entre guillemets garanties à ces forêts à partir du moment où elles sont classées au patrimoine mondial ? Bon, la Convention du patrimoine mondial est une convention par les parties, par les pays qui l'ont ratifiée. Nous avons actuellement 194 pays qui ont ratifié la Convention, donc c'est à peu près tous les pays au monde. Oui. Et en proposant des sites de patrimoine mondial, les pays proposent à eux-mêmes des sites de patrimoine mondial. Ils prennent un engagement devant la communauté internationale pour protéger ces sites. Et la Convention a aussi un système de suivi pour s'assurer que les pays s'occupent de la protection de ces sites. Ouais. On va détailler vos actions de protection des forêts, mais d'abord, je voudrais qu'on fasse ensemble un bilan du One Forest Summit qui s'est tenu il y a un mois à Libreville, au Gabon. Vous y étiez. D'abord, c'est quoi l'objectif d'un sommet comme celui-là ? Quels objectifs étaient donnés ? Bon, je pense qu'il y a une reconnaissance de plus en plus grande que la protection des forêts et surtout la protection des forêts tropicales est indispensable si nous voulons attaquer la double crise planétaire que nous voyons aujourd'hui. D'une part, le changement climatique et d'autre part, la grande perte de biodiversité. Oui. Et les trois bassins de forêts tropicales, c'est-à-dire l'Amazonie, l'Asie du Sud-Est et l'Afrique centrale, le bassin du Congo, sont parmi les plus importants réponses à donner pour protéger ces forêts et pour donc s'occuper de ces deux défis planétaires. Et je crois que le One Forest Summit était une occasion pour amener des gens des trois bassins, des dirigeants, des décideurs des trois bassins pour discuter sur ces questions, mais aussi de voir quel est l'engagement du reste du monde pour la protection de ces forêts. Parce que ces forêts fournissent des services écosystémiques, et notamment en termes de biodiversité, protection d'espèces, mais aussi en termes de stockage de carbone pour le monde entier. Donc c'est très important que le reste du monde contribue pour assurer cette protection. Et je crois que c'est une discussion qui est en cours dans beaucoup de forats internationaux, la Convention sur la biodiversité, la Convention sur le changement climatique, mais je pense qu'il y a besoin de plus d'engagement des pays du Nord, des pays occidentaux pour la conservation de ces forêts. Oui, allez-y. Et je pense que ce sommet était un élément dans cette grande discussion. Parce que la pression économique qui peut exister sur ces forêts, elle dépend aussi de notre consommation à nous, dans les pays occidentaux, dans les pays du Nord ? Oui, bien sûr. Je crois que si on voit la dégradation en Amazonie, elle est souvent liée aux productions du soja pour alimenter le bétail chez nous. Si on voit l'Afrique centrale, c'est toujours une région de production du bois
pour les pays occidentaux. Donc je pense que oui, nous avons aussi un rôle direct, une responsabilité directe pour la protection de ces forêts. Juste pour bien prendre conscience de ce que ça représente, ces forêts que vous nous avez citées, ces forêts tropicales, en termes de biodiversité, ça représente quel pourcentage de la biodiversité terrestre, hein, évidemment, on ne parle pas de la biodiversité marine. C'est quoi? C'est 70%, oui. 80%? On estime que 80% des espèces connues par la science habitent ou se trouvent dans les forêts tropicales. Donc, si on n'arrive pas à protéger les forêts tropicales, on a perdu la bataille pour éviter la perte de la biodiversité. Alors, on peut prendre un exemple parce que vous menez une action justement au Gabon. Ce sommet se tenait à Libreville. Là aussi, pays très forestier, c'est 80%, je crois, de la superficie du pays. Notamment, il y a des programmes, pas seulement là, hein, mais de déforestation illégale. Alors, de quoi on parle et comment on peut lutter contre ce phénomène? Bon, d'abord, il faut dire que le bassin du Congo est quand même des 3 bassins forestiers tropicaux, le bassin où il y a le moins de déforestation. Il y a beaucoup plus de déforestation dans les bassins en Asie du Sud-Est et en Amazonie. Donc ça, je pense que c'est quand même quelque chose de très positif qu'il faut rappeler. Et je pense qu'il y a aussi une demande légitime des pays du bassin du Congo pour être renumérés pour cet effort de protection de la forêt. Bien sûr, il reste des défis, notamment au niveau de l'agriculture de subsistance, l'agriculture sur brûlis qui peut avoir un impact sur les forêts, ou l'installation de plantations, comme les plantations de palmiers à huile ou de HVA, du caoutchouc. On voit des activités comme ça aussi commencer en Afrique centrale, mais jusque maintenant, le bassin du Congo et les forêts de l'Afrique centrale sont parmi les mieux conservées au niveau mondial. Et donc, quel programme vous menez là-bas? Je crois qu'il y a un programme de l'UNESCO et du programme des Nations Unies pour l'environnement. Qu'est-ce qui s'est mis en place? Oui, nous travaillons dans le bassin du Congo depuis 20 ans. Et notamment en 2000, quand on a commencé nos activités, il y avait très peu de sites de patrimoine mondial dans cette région. Il n'y avait que des sites en République démocratique du Congo. Et les sites en République démocratique du Congo sont très menacés aussi par les effets des conflits. Bien sûr. Et surtout en 2000, on était vraiment encore au haut du conflit des Grands Lacs. Et il y avait très peu, hors un site au Cameroun, il n'y avait pas de site de patrimoine mondial dans cette zone. Alors, nous avons travaillé avec les pays pour créer des nouveaux sites de patrimoine mondial. Au Gabon, il y a le parc national de la Lopé qui a été inscrit à la liste du patrimoine mondial. Il y a aussi le parc national de Livindo qui a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Et il y a un autre site, pas au Gabon, mais dans le bassin du Congo, un site transfrontalier entre le Cameroun, le Congo et la RCA, sur le Sangatri national. Et alors il y a aussi, je ne sais pas si ça rejoint ces zones-là, mais un programme de protection des grands singes. On parlait de biodiversité, voilà un bon exemple. De quoi s'agit-il? Où et comment il va se dérouler ce programme de protection? Donc, les grands singes, c'est comme on appelle une espèce parapluie. Donc, c'est une espèce, si on protège les grands singes, on va automatiquement protéger beaucoup d'autres espèces parce que c'est une espèce très connue. Et bien sûr, les forêts du bassin du Congo sont très importantes pour la protection des gorilles, pour la protection des chimpanzés et aussi pour le chimpanzé nain, le bonobo, qui se trouve seulement en RDC. Donc, ce sont des sites cruciaux. Et par exemple, les sites de patrimoine mondial abritent 80% des populations de gorilles de montagne au monde. Donc, c'est très important. Donc, la protection des grands singes passe d'abord par la protection de leur habitat. Et donc, de nouveau, les sites de patrimoine mondial, les réserves de biosphère jouent un rôle important là-dedans. Il y a un problème avec des drones, je crois. Ça va se passer comment? Oui, donc on essaye de travailler avec les pays, comment on peut les appuyer à utiliser aussi des nouvelles technologies pour assurer la protection des grands singes. Et au sommet, il y a eu aussi une discussion. On a une autre convention
à l'UNESCO, qui est sur le patrimoine immatériel, de voir comment on peut aussi valoriser des pratiques culturelles des populations autochtones ou des populations locales qui protègent déjà les grands singes, comment on peut les reconnaître aussi, donner une reconnaissance internationale à travers une inscription à la liste du patrimoine immatériel. Merci beaucoup Guy Debonnet et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, comment déployer l'hydrogène renouvelable.